Alors, je suis ravie d'être invitée par Nouvelle Énergie à animer ce webinaire sur l'éducation, sur l'école, sur l'instruction publique. Je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Lisa Hirsig. Je suis enseignante depuis 22 ans maintenant. C'est pas mon premier métier. J'ai fait d'autres choses avant. J'ai longtemps été dans des entreprises privées. Enfin, longtemps, 7 ans, j'ai travaillé dans le privé, dans des entreprises de conseil, de recrutement, de communication. Et puis j'ai changé de métier, je suis devenue maîtresse d'école. Je préfère ce mot que professeur des écoles. Je suis devenue maîtresse d'école presque à la trentaine, voilà, et ça fait 22 ans donc j'enseigne à des grands, à des CM1, CM2. Voilà. Merci Euh, beaucoup, merci Lisa, merci à tous. Alors on s'excuse pour les 2-3 minutes de retard. On a eu un petit souci technique. On est super heureux. Merci beaucoup Lisa d'avoir fait l'introduction. On est ravis, on est vraiment ravis de vous avoir ce soir parmi nous. Euh, Juste, je rappelle les 2-3 petites règles pour tout le monde. Alors, c'est notre deuxième webinaire. On est encore en train d'essayer d'adapter, de caler un petit peu le tout. Comme lors de notre précédent webinaire, pour ceux qui ont participé, ça va durer une heure maximum. Geoffroy, qui est le relais Nouvelle Énergie en Suisse, prendra toutes vos questions dans le chat et les posera à notre invité lors de la deuxième phase de l'intervention. Donc, la première demi-heure sera consacrée vraiment à Lisa qui nous parlera d'un sujet qui nous concerne tous et qui concerne nos enfants. Elle expliquera encore bien mieux que moi. Et après, voilà, Geoffra, pour vous, lui posera les questions. Ça évitera que des questions redondantes soient posées et autres. Donc, n'hésitez pas à faire vivre ce chat. Lors du précédent webinaire, on avait parlé d'économie avec Pierre Gattaz. Il y a un autre pilier qui est important pour David et pour Nouvelle Énergie, c'est l'éducation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait choisi cette thématique. Alors, Lisa a fait l'introduction et c'est génial qu'elle a fait comme ça. On aurait pu, si on avait été sur un webinaire de gauche ou du socle commun avec Gabriel Attal ou Édouard Philippe, on aurait pu inviter notre super ancien ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, notre ministre éphémère, wokiste et autres. Mais on fait plutôt partie d'une droite qui s'assume bien libérale et bien fière d'elle. Et donc, en fait, on a préféré avoir l'excellente Lisa parmi nous ce soir et on en est très fiers. Je voulais juste dire à Lisa et à vous tous qu'il y a quelques mois, j'ai eu la chance de lire l'ouvrage de Lisa, La Grande Garderie, et que si un temps, le livre m'a effrayée parce que je suis maman d'une petite fille de 4 ans qui est rentrée, qui faisait ses premiers pas à l'école quand j'ai commencé à lire le livre, qui m'a un petit peu effrayée au début parce qu'elle a dressé un constat relativement alarmant de notre système éducatif. Je l'ai terminé pleine d'espérance ce livre parce que elle a réussi à poser des mots et surtout à poser des solutions pour une refonte, une amélioration de ce système éducatif et le tout avec des propositions très lucides, très réalisables. Et donc, en fait, j'en suis ressortie plein d'espoir et d'espérance, même si par moments j'ai un petit peu flippé en tant que maman d'une enfant qui est rentrée dans le système éducatif français. Et donc, c'est pour ça qu'on est très fiers de vous avoir. Je voulais juste dire, Lisa, qu'en fait, il y a des parcours de femmes qui sont inspirants. Et c'est exactement ce que vous êtes pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui suivent Nouvelle Énergie. Parce que vous êtes un parcours, vous êtes une vocation, vous auriez pu faire plein d'autres choses. Vous avez commencé à le dire en préambule, vous auriez pu, votre carrière vous amener ailleurs au début, vous auriez pu faire plein d'autres choses que ce que vous faites. Vous avez une liberté de parole et d'action qui fait plaisir. Vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez sur les plateaux télé, vous n'avez pas peur de dire dans de tribunes avec David Lisnard ce que vous pensez aussi, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Vous avez une détermination, je trouve, réellement hors du commun. C'est peut-être très féminin, mais pour se battre aussi pour une chose, une cause qui vous paraît essentielle, qui est l'avenir de la France, qui passe nécessairement par nos enfants. Et moi, je suis très heureuse, sincèrement, aujourd'hui, de pouvoir faire ce webinaire sur l'éducation avec vous. C'est la femme qui parle, c'est la maman qui parle, c'est la porte-parole de Nouvelle Énergie. Et du coup, voilà, je suis extrêmement fière que vous ayez accepté, mais sans aucune réticence, à être notre invité aujourd'hui. Et vous avez commencé à le dire, je vais vous laisser prendre le relais et nous expliquer pourquoi aujourd'hui il est urgent de réformer notre système éducatif qui est en train de s'effondrer. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire le mot totalement en train de s'effondrer. Et surtout comment transformer l'école afin de faire de nos enfants des adultes libres, parce que je pense que la liberté est un mot qui nous plaît et qui nous convient à tous, libre et instruit. Et pour ça, Lisa, je vous laisse la parole et encore merci infiniment d'avoir accepté d'animer avec nous ce webinaire.
Merci à vous, hein. Moi, je suis ravie d'être là. Bon, j'ai fait une brève présentation tout à l'heure, donc je ne vais pas recommencer. Donc, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne, mais je me suis vite rendu compte que tout ce qu'on m'avait enseigné lors de mon cycle de formation n'était pas performant, que je n'arrivais pas en fait à enseigner correctement en mettant en œuvre ce qu'on m'avait demandé de faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé à analyser mes pratiques, celles de mes collègues, les programmes. Toutes les demandes qui nous viennent d'en haut du ministère, ministère qui est pléthorique, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour 850 000 enseignants en France, il y a 350 000 personnes qui travaillent, qui n'enseignent pas, ce qui est un taux d'encadrement complètement délirant si on comparait à une entreprise privée. Et bien évidemment, cette entreprise ferait faillite immédiatement puisqu'il y aurait beaucoup trop d'encadrants. Donc j'ai commencé à réfléchir aux raisons pour lesquelles tout ce qu'on m'avait demandé de mettre en place ne fonctionnait pas bien avec mes élèves. Alors déjà, c'est quand même, quand on a 30 élèves devant les yeux toute la journée, c'est très désespérant parce que on voudrait bien faire, évidemment, on voudrait bien les instruire, on voudrait qu'ils soient heureux en classe, et on n'y arrive pas. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'était que l'école était infestée d'idéologie, que comme d'habitude, si vous voulez, le fait que la gauche ait mis la main sur l'école depuis déjà des décennies, la gauche a voulu tordre le réel, comme elle le fait toujours, pour que les petits-enfants se conforment à son idéologie et non pas pour que les professeurs s'adaptent à leurs élèves et essayent de les instruire, de leur transmettre l'héritage auquel ils ont droit. C'est-à-dire que toutes les méthodes, toute la pédagogie qui avait été développée pendant des décennies, voire des centaines d'années, qui fonctionnait avec les enfants, a été remise en question par un courant qu'on pourrait appeler le pédagogisme, qui a trouvé son apogée en gros dans les années 60-70, mais qui est déjà ancien en fait, hein. Toutes les méthodes expérimentales, les pédagogies expérimentales étaient déjà là, sous-jacentes. Et en fait, on a fait des expériences sur les enfants. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah voilà, ce qui fonctionnait très bien, genre l'enseignement classique des mathématiques, on va le remettre en cause, on va faire des maths modernes. Voilà, ça marche pas, c'est pas grave, c'est quand même bien. Il faut faire un truc intellectuel, il faut faire réfléchir tous nos universitaires. Et puis surtout, il faut que les gens du ministère ne s'ennuient pas, parce que il y a beaucoup de gens en fait qui réfléchissent. Il n'y a rien de pire qu'un fonctionnaire qui s'ennuie, hein. Donc, un fonctionnaire qui s'ennuie se met à inventer des choses, se met à. En fait, ils ont besoin aussi, hein, et c'est normal, de trouver un sens à leur métier, mais le problème, c'est que la matière première, entre guillemets, en l'occurrence, ce sont des enfants donc, qui n'ont pas choisi d'être là. L'école, c'est le dernier lieu en France de conscription, c'est-à-dire obligatoire. C'est le seul endroit en fait où les gens sont obligés d'être là de 3 ans à 16 ans. Il n'y a plus d'armée, hein, on ne vous oblige plus à faire l'armée. En revanche, de 3 à 16 ans, vous êtes obligé d'avoir le cul vissé sur une chaise devant un enseignant qui parfois ne fait pas correctement son métier, mais le pauvre, il n'a plus été formé pour le faire. Alors pourquoi ça dysfonctionne? Pourquoi on se classe très mal dans tous les classements internationaux, PISA, Teams, etc. Pourquoi même le président de la République constate qu'un quart des élèves qui arrivent au collège ne savent pas lire correctement? Pourquoi aux journées de, de ce qui a remplacé le service militaire, là, d'engagement national, pourquoi il y a un grand nombre de gens qui ne savent pas lire un article du journal, qui sont incapables de le comprendre? Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que ce soit l'État qui prenne en main l'éducation et l'instruction des enfants de façon monopolistique. Ce n'est pas l'État qui produit la connaissance. Ce n'est pas l'État qui produit les savoir-faire. Ce n'est pas l'État qui produit les traditions. Ce n'est pas l'État qui produit la littérature, les sciences, etc. L'État ne produit rien, en fait. L'État, il utilise l'argent public euh, pour voir à certains besoins, à ce qu'on appellerait des services publics qui, naturellement, ne sont pas, qu'on ne peut pas prendre en charge individuellement. Je pense à la police, la justice, l'armée, voilà, ça, ce sont des domaines régaliens. Mais l'éducation n'est pas naturellement un domaine régalien, puisque, encore une fois, l'État ne produit pas ce qu'il entend transmettre. Or, c'est ce qu'il s'est mis en tête de faire depuis la Révolution française. En fait, ça fait très longtemps, cette histoire. Donc, l'État s'est mis en tête de prendre en main les petits Français pour fabriquer des citoyens comme il souhaite qu'ils soient, et pas pour rendre les gens libres, en fait. Je lisais là dans la publicité que vous avez faite pour ce webinaire qu'il fallait sauver l'école pour sauver la République. Moi, je crois pas qu'il faille sauver l'école pour sauver la République. Je pense qu'il faut sauver l'école pour rendre les élèves libres, pour en faire des citoyens libres, des personnes libres. Avant d'être un citoyen, on est une personne.
On est un individu. Et on doit pouvoir épanouir sa singularité. Et donc, il ne s'agit pas de sauver la République. Sinon, par exemple, bah, les petits Belges arrêteraient d'aller à l'école, puisque les petits Belges vivent dans une monarchie, les petits Anglais aussi. Donc en fait, il ne s'agit pas de sauver la République, il s'agit de sauver des gens. Il s'agit d'instruire des enfants pour qu'ils deviennent le plus libres possible, les plus capables de faire les bons choix pour leur vie d'adulte. Or, ce monopole de l'État, il est en plus d'être inefficace aujourd'hui euh, même au niveau de la sécurité, parce que à la rigueur, il y a quelques années, on pouvait dire l'État n'instruit plus les enfants. Aujourd'hui, on peut dire l'État n'instruit plus les enfants, mais l'État n'est même pas capable de garantir leur sécurité. C'est-à-dire que vous envoyez vos enfants à l'école dans certains quartiers, vous n'êtes pas sûr de les récupérer en bon état le soir. Par ailleurs, on est régulièrement épinglé par l'OCDE, hein, c'est pas moi qui le dis, pour la reproduction des inégalités. Euh, alors même que c'est l'obsession de l'éducation nationale. Si vous allez sur le site de l'éducation nationale, tout est fait pour lutter contre les inégalités. Inégalités sociales, inégalités de genre, inégalités de toutes sortes. Et comment dire, l'État a remplacé l'objectif d'instruction par un objectif d'égalitarisme, ce qui fait que ben, forcément, au bout d'un moment, on finit par aligner vers le bas pour atteindre cet objectif. Et ça, tout le monde peut le constater aujourd'hui. Euh, je veux dire, les professeurs, les ministres les plus, comment dire, les plus étatistes, les plus socialistes sont bien obligés de constater la faillite du système. Là où on diffère, évidemment, c'est sur les solutions à donner à ce problème. Euh, En général, quand on questionne les hommes politiques, quand on questionne les professeurs, quand on questionne les pédagogues, la solution apportée est une solution encore plus étatique. C'est-à-dire qu'il faut que l'État reprenne en main l'éducation nationale, change les programmes. D'ailleurs, les programmes changent à peu près tous les 2 ans, tous les 3 ans. Alors, les professeurs le savent bien, là, ils ont changé cette année. Donc, on change les programmes, on change, je sais pas quoi, tout à coup, on met des uniformes à tout le monde. Tout à coup, on met des cours d'empathie. Tout à coup, on fait une année dédiée aux femmes dans les sciences. Tout à coup, on fait plus que des mathématiques, puis on ne fait plus de mathématiques. Là, moi, par exemple, dans les nouveaux programmes, je ne suis plus censée donner des tableaux de conversion pour convertir les unités de mesure. Alors, donc, je suis censée demander à mes élèves de convertir, je sais pas quoi, des hectomètres en millimètres, mais de tête. Il y a des élèves qui y arrivent très bien, hein, parce que hecto, kilo, etc., ils ont bien compris, mais il y a des élèves qui ont besoin. Mais les programmes m'interdisent de le faire. Ils vont dans des détails complètement délirants. La réponse n'est jamais la liberté. Jamais. Or, non seulement ce système comment dire, en fin de vie, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faillit à sa mission, mais en plus, il est parfaitement injuste pour les familles les plus modestes. Parce que qui aujourd'hui peut tirer son épingle du jeu? Qui aujourd'hui peut envoyer ses enfants dans une école qu'il a choisie parce qu'elle encadre mieux ses élèves, ses enfants, parce qu'elle recrute des professeurs de bonne qualité, parce qu'elle fait respecter la discipline, ou parce qu'elle pratique une pédagogie qui convient mieux à chacun des enfants? Qui peut faire ça? Forcément, ce sont les gens les plus fortunés. Les autres, ils sont, moi j'ai l'habitude de dire tankés, c'est pas un très joli mot, mais en gros, ils sont assignés à résidence par une carte scolaire et par un système de financement qui donne le monopole de l'impôt, de l'argent public à l'État. Donc la solution, à mon avis, c'est plutôt une solution systémique, financière, qui permettrait à chaque établissement de recevoir l'argent que les parents, finalement, enfin, qui correspond à l'inscription des élèves chez eux. Je vais essayer d'être un peu plus claire. En gros, un élève aujourd'hui coûte 7200, un élève d'école primaire coûte 7 200 € à l'État chaque année. C'est un peu plus cher pour un élève de collège, c'est encore un peu plus pour un élève qui va suivre une formation professionnelle. Et c'est un peu moins, enfin, en gros, c'est 10 000 € pour un élève de lycée. Cet argent, il est d'office donné aux écoles publiques. Les écoles privées sous contrat fonctionnent elles aussi avec une partie de dotation publique, mais les écoles privées hors contrat ou les gens qui font le choix d'instruire leurs enfants en famille ne reçoivent pas d'argent de l'État. Or, il y a des pays où ça fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire que vous choisissez l'établissement qui vous convient et l'État verse cette somme, donc pour la France, ce serait 7 200 € par élève d'école primaire, à l'établissement qui a été choisi par les parents.
Ce qui fait que un établissement qui aurait une pédagogie alternative, un établissement qui proposerait un double cursus sport-études, par exemple, un établissement qui aurait une vocation confessionnelle, un établissement qui aurait une autre organisation, pourrait fonctionner du moment que les parents le choisissent. Finalement, ce sont les parents qui sont les... De toute façon, ce sont les parents, normalement, qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Mais dans ces pays-là, ce sont véritablement les parents qui choisissent les établissements. Ce qui fait que quand un établissement n'instruit plus les enfants, quand un établissement ne fait plus son travail, quand un établissement ne protège plus les élèves, il ne reçoit plus d'argent, ou il reçoit moins d'argent parce que les gens finissent par le quitter. En France, vous ne pouvez pas, puisque seuls les riches peuvent faire ça. Les autres, si vous avez trois enfants et que vous devez payer 5, 6, 10 000 euros une école hors contrat, vous ne pouvez pas choisir. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez votre enfant dans l'école la plus proche, celle qui vous a été assignée par la carte scolaire. Donc, voilà comment ça fonctionne, oui. Ce qui provoque une inégalité de fait en fonction du quartier où on habite, en fonction de l'argent dont on dispose et qui crée des ghettos. On sait aujourd'hui qu'il y a des écoles dans lesquelles certains élèves ne peuvent plus aller, hein. Les élèves juifs ne peuvent plus aller dans des écoles de certains départements, de certaines villes. On sait aussi que les élèves qui ne veulent pas entendre parler de religion aujourd'hui à l'école finissent par choisir les écoles privées catholiques, ce qui semble très paradoxal, parce que dans les écoles privées catholiques, à part parfois une prière le matin et une célébration tous les 3 mois, on ne leur parle pas de religion, alors que dans certaines écoles publiques, on leur parle, enfin, leurs camarades, voire certains professeurs, certains surveillants, leur parlent de religion à longueur de journée. Donc ça, en fait, ça crée une distorsion entre les gens qui ont les moyens de choisir l'école et les gens qui n'ont pas les moyens de choisir leur école. Ça crée des sous-scolarités, en fait. Voilà. Le fameux. Bon, il y a des solutions, il y a des degrés, si vous voulez, dans la libéralisation du financement. Ce dont je parle, c'est-à-dire un système de bon éducation, c'est le degré le plus poussé. Mais il y a des pays dans lesquels on a des systèmes, par exemple, d'écoles à charte, c'est-à-dire des écoles qui fonctionnent comme une école privée, dans laquelle le chef d'établissement a une grande liberté de recrutement, de gestion de son budget, de licenciement éventuellement des professeurs qui ne feraient pas leur travail. Il peut faire réparer l'école, je sais pas, construire un terrain de sport s'il en a les moyens. Et ce sont quand même des établissements qui sont financés par de l'argent public et qui sont obligés d'accepter tous les élèves. Ça s'appelle des écoles à charte. Elles signent une charte avec l'État, mais elles ont une très grande autonomie de fonctionnement. Ça fonctionne aux États-Unis et dans les États dans lesquels ça fonctionne très bien à tel point qu'elles sont plébiscitées par les populations les plus pauvres. Il y a de nombreux articles sur Internet, si ça vous intéresse, dans lesquels on parle de ces écoles à charte qui font un tabac auprès des populations noires américaines, euh, parce qu'elles sont de très bonne qualité. Il faut savoir, par exemple, il y a en France un lycée qui veut faire réparer une chaudière doit passer par la région. Ce qui fait qu'il y a quelques années, je crois que j'avais écrit un article là-dessus il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait des lycées parisiens dans lesquels les élèves venaient avec des moufles, enfin, prenaient leurs cours avec des mitaines et s'éclairaient avec leur téléphone portable, gardaient leur doudoune toute la journée parce que les chaudières étaient en panne en plein hiver. Un chef d'établissement français qui veut changer une chaudière, il doit demander le financement à la région. Alors vous imaginez Valérie Pécresse qui a 450 lycées dans sa région. À chaque fois qu'elle reçoit un dossier pour changer une chaudière, elle doit le signer, allouer les fonds, etc. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement ne peut pas faire appel à un réparateur de chaudière s'il n'a pas l'accord de la région. C'est ubuesque. En attendant, il y a des élèves qui travaillent dans le froid, les pieds mouillés, etc. Et c'est ça qu'on demande, en fait, c'est ça que les gens demandent, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie, c'est la liberté, c'est aussi la liberté éventuellement de licencier les gens qui font mal leur travail. Aujourd'hui, un professeur, en France, la quasi-totalité des professeurs sont fonctionnaires, ce qui veut dire qu'en gros, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils ont eu leur concours, il ne peut rien leur arriver. Donc on ne peut pas les licencier, on ne peut pas non plus recruter les meilleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché de l'emploi. Un professeur qui serait extraordinairement bon ne peut pas être chassé par tel ou tel collège, tel ou tel lycée. On ne peut pas lui augmenter son salaire pour lui signifier qu'il est justement extraordinaire
On peut pas le valoriser plus que lui donner une petite prime. Je sais même pas si on peut donner une prime au-delà de ce qu'on appelle le pacte. Et encore, il faut qu'il fasse des heures supplémentaires. Donc, il n'y a pas de marché de l'emploi. Si vous quittez l'éducation nationale, il faut recommencer en bas de l'échelle, si vous voulez revenir. Il n'y a pas de passerelle d'un métier à l'autre. Il n'y a pas de passerelle d'une école à l'autre. Moi, je travaille dans le privé sous contrat. Je ne peux pas aller travailler dans le public. Alors même que j'ai les mêmes diplômes, j'ai les mêmes compétences, j'ai des élèves de CM2 devant les yeux toute la journée, je pourrais aller travailler dans le public, moi, ça ne me poserait pas de problème. Et en réalité, je ne peux pas puisque ces deux systèmes sont complètement figés et séparés l'un de l'autre. Donc en fait, cette liberté, elle permettrait, un, aux parents de choisir l'établissement qui convient le mieux à leurs enfants, quels que soient leurs moyens, parce que c'est surtout ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, très schématiquement, les riches peuvent le faire, les pauvres ne peuvent pas. Les riches et les informés, les gens qui détiennent l'information. Et je pense en particulier aux professeurs. Les enfants de professeurs sont souvent très bien, j'allais dire très bien traités. Ils savent très bien où mettre leurs enfants, les professeurs. Mais les gens qui n'ont pas les moyens de s'informer, les gens qui n'ont pas les moyens financiers, finalement, sont assignés à résidence. Ça permettrait, voilà, de recruter de meilleurs professeurs et de valoriser les bons professeurs. Ça permettrait aussi de, euh, comment dire, de libéraliser la formation des enseignants, parce que là aussi, il y a un gros... Enfin, aujourd'hui, le nœud du problème euh, réside en très grande partie dans la formation des enseignants. Parce qu'on lit partout qu'il y a une crise des vocations, que plus personne ne veut devenir prof. C'est vrai, mais même quand vous arrivez à recruter des professeurs, il est très difficile de recruter des bons professeurs. Il y a eu des articles là à la rentrée sur le niveau des professeurs français qui est catastrophique. C'est-à-dire des gens qui sont incapables de reconnaître un sujet inversé dans une phrase. Des gens qui sont incapables de calculer un pourcentage. Des gens qui sont incapables de situer les grands fleuves de France. Des gens qui sont incapables de vous dire de quelle famille est le mot chancelant. Qui pensent qu'il faut aller lire les rapports des jurys sur les sites internet, c'est public, hein, sur les sites internet des académies, il y a les rapports des jurys chaque année. Et j'ai cet exemple en tête, donc un grand nombre de candidats ne sait pas dire d'où vient le mot chancelant, il l'assimile à la famille du mot chance ou à la famille du mot chancelier. Euh, Pareil avec l'orthographe de locution adverbiale très simple. Il y a. Voilà. On met une apostrophe après je crois après le Y. Bon, du coup, je sais même plus parce que moi, je ne mets pas d'apostrophe, évidemment, il n'y en a pas. Mais comme on le voit écrit comme ça partout, les professeurs l'écrivent comme ça aussi. Donc, si vous allez lire les rapports des jurys, c'est absolument affolant. Donc, même quand on arrive à recruter des enseignants, on n'arrive pas à recruter des bons enseignants. Et là aussi, la libéralisation de la formation des enseignants serait salutaire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas pourquoi l'État aurait le monopole de la formation des enseignants. Vous pouvez très bien imaginer que quelqu'un se forme chez lui ou se forme dans une école privée, puis passe un examen pour devenir enseignant. S'il est bon, juste parce qu'il a lu des livres à la maison, mais c'est formidable. Pourquoi pas? On sait de toute façon que le métier consiste essentiellement à avoir des compétences, à acquérir des compétences pratiques. Donc voilà. Alors le fait est qu'aujourd'hui, euh, toute cette libéralisation existe, mais elle ne vient pas du haut, elle vient du bas. Aujourd'hui, l'État, évidemment, ne se dépossède pas lui-même des pouvoirs qu'il s'est arrogés. En revanche, il y a un très grand nombre d'initiatives privées qui se créent, qui se montent pour concurrencer l'État. Je pense évidemment aux écoles hors contrat, qui sont euh, en très forte croissance aujourd'hui. L'État a fermé 500 classes cette année, les écoles hors contrat ont ouvert 400 classes cette année. L'État ferme des classes parce qu'il y a une chute démographique, mais visiblement pas en proportion des besoins, puisque les écoles hors contrat ouvrent des classes. Il y a aujourd'hui des organismes de formation privés qui concurrencent les organismes de formation publique, c'est-à-dire les INSPE. Euh, je pense à un organisme qui s'appelle l'ILFM, l'Institut libre de formation des maîtres, qui est un organisme privé et qui joue à guichet fermé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre d'enseignants qui choisissent d'aller se former dans des officines privées. Alors évidemment, ces enseignants-là n'ont pas le droit d'aller travailler dans les écoles publiques. Ils vont travailler dans des écoles hors contrat, où ils font leur métier tout à fait correctement, puisque les parents visiblement plébiscitent ces écoles. Et ce qui est très triste, en fait, c'est que cette situation crée une espèce de guerre. Euh,
Les gens du public pensent que les gens du privé leur font la guerre. Les gens du privé pensent que les gens du public les méprisent. Or, c'est pas la guerre qu'on veut, c'est la liberté. Si les écoles publiques sont bonnes, et quand elles sont bonnes, les gens les choisissent volontiers, il n'y a aucun problème. De toute façon, personne ne fait 30 ou 40 kilomètres avec son enfant le matin par plaisir. S'il a une bonne école publique en bas de chez lui, il met son enfant dans cette bonne école publique. Donc ce que demandent les professeurs, les parents, finalement, c'est juste la liberté, c'est pas la guerre, c'est pas qu'on oppose le public et le privé. Parce qu'il y a évidemment d'excellentes écoles publiques et d'excellents professeurs dans le public. C'est pas une question de statut, hein, tout ça. C'est vraiment une question de monopole et d'absence de concurrence et d'absence de liberté. Voilà, je crois que j'ai fini sur la partie présentation. Euh, je pense que moi, je suis pleine d'espoir parce que je vois ces initiatives privées se développer. Le constat est catastrophique. Euh, Les élèves français ont de très mauvais résultats dans tous les classements internationaux, c'est un fait. Le constat est catastrophique, mais les ressources individuelles, les initiatives privées sont très riches et très nombreuses. Donc il faut faire confiance, comme d'habitude, à la société civile pour trouver des solutions. Il faut se baser sur un principe cher à David et cher à la Suissesse que je suis aussi, puisque je suis double nationale, qui est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que ne confions pas à l'État ce que les individus et les familles peuvent faire. Ce que les individus et les familles ne peuvent pas faire, confions-le d'abord aux communes, aux villes, puis aux cantons, aux départements, aux terroirs. Et cessons de nous reposer sur un énorme machin de 1 million c'est 1,2 million le ministère de l'Éducation nationale, c'est 1,2 million de personnes. Je crois que Gabriel Attal avait dit qu'il était très fier d'être à la tête du plus gros ministère d'Europe, je crois. Je crois pas que ce soit du monde quand même, mais en gros, il était très fier de dire que c'était un ministère pléthorique. Et moi, je crois qu'en l'occurrence, small is beautiful. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment beaucoup moins de fonctionnaires, beaucoup plus efficaces. Il ne s'agit pas de supprimer les fonctionnaires, évidemment, hein, mais que tous ces gens-là puissent travailler vraiment, puissent se consacrer aux missions pour lesquelles ils ont choisi ce métier et que la société civile puisse faire ses choix, prendre ses responsabilités, retrouver sa dignité aussi, parce que quand on est parent et quand on est obligé de confier son enfant à une école qui ne l'instruit plus, on n'est pas fier non plus quand on récupère son gamin le soir, on n'est pas fier de l'entendre raconter sa journée et de ne rien pouvoir faire parce qu'on n'a pas les moyens financiers de lui payer une bonne école. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai appelé mon livre La Grande Garderie parce que je constatais que les parents n'attendaient plus rien d'autre de l'école qu'on garde leurs enfants et qu'on les occupe. Et puis je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est pas naturel un parent, hein. Quand on fait des enfants, euh, on est surtout ravi de s'en occuper, ravi de lui transmettre plein de choses, on s'imagine plein de choses sur sa relation avec son enfant et surtout tout ce qu'on va pouvoir lui donner. Et donc si les parents font ça, c'est parce que l'État les a dépossédés de ce choix. Il les a dépossédés par l'argent, par la confiscation de l'argent public, et il les a dépossédés aussi par la longueur du cursus obligatoire en France. 3 à 16 ans. On est le seul pays d'Europe à laisser ses enfants, à obliger les enfants à être à l'école de 3 à 16 ans. C'est énorme. Que l'école soit proposée à 2 ou 3 ans, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de parents qui ont besoin d'avoir une solution de garde pour le coup, et pourquoi pas. Mais que l'école soit obligatoire à 3 ans, ça me paraît fou. Et qu'elle soit obligatoire jusqu'à 16 ans, ça me paraît fou aussi. Il y a plein de pays où, à partir de 14 15 ans, on oriente les élèves vers des métiers, vers l'apprentissage, la formation duale. Et ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, en France, les formations d'apprentis sont très dévalorisées. Les formations professionnelles sont très dévalorisées. Euh, on connaît tous le mantra socialiste qui est 80% d'élèves au bac. 80% d'élèves au bac, on les a atteints. Les enfants qui passent le bac aujourd'hui sont 97% à l'obtenir, ce qui veut dire qu'en gros, il a plus de valeur. Mais c'est au détriment des filières d'apprentissage, des filières professionnelles. Et c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui en France, quand on cherche un bon professionnel pour s'occuper du jardin, pour je sais pas quoi, hein, pour un traiteur par exemple, quelqu'un pour élaguer les arbres, paver une cour, on ne trouve pas.
On a beaucoup de difficultés à trouver. Donc, et ce sont des beaux métiers, c'est des métiers qu'il faudrait revaloriser. Voilà, donc liberté, financement public des choix des parents, quel que soit le statut de l'école, évidemment avec contrôle de ce qui se passe dans l'école, contrôle du respect de l'ordre public, de l'hygiène. Il ne s'agit pas de faire le lit des écoles coraniques, il s'agit de rendre la liberté aux parents de choisir l'instruction de leurs enfants. Merci beaucoup, Lisa. Avant de donner la parole à Geoffroy, parce qu'on a plein de questions qui arrivent sur sur les différents modes, aussi bien sur le chat que sur la petite boîte questions-réponses. J'ai juste noté, et parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire et on voulait en arriver, donc ça prouve qu'on a touché juste ce soir avec le thème de ce webinaire. C'est un commentaire de Mathieu. Alors je m'excuse, je dis pas le nom de famille parce qu'il apparaît pas intégralement, donc c'est pas pour familiariser les choses. Qui dit enfin on parle du système éducatif et pas d'une énième réforme des programmes. Et je pense que c'est aussi un véritable enjeu pour la suite, c'est parler de cette réforme-là et non pas à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de l'Éducation nationale qui arrive, qui apporte sa nouvelle pierre à l'édifice et du coup c'est une catastrophe supplémentaire. Donc là, je crois qu'on est en plein dans le nerf, dans le cœur du sujet et c'est très bien en fait que Nouvelle Énergie serve aussi à avancer sur ces sujets-là. Geoffroy, je te laisse. Alors je vois beaucoup de questions qui viennent aussi de personnes, je l'ai pas prévenu Lisa, on a beaucoup de personnes qui sont à l'étranger aussi, qui sont dans les systèmes éducatifs français à l'international, qui sont connectés. Et donc certains qui posent des questions et autres. Donc je les remercie tous d'avoir joué le jeu et d'être présents parce que je vois des noms que je connais à Londres, à Miami. Je vois différentes au Liban aussi. Donc je vois différentes personnes que je connais qui sont dans ces systèmes-là. Donc on est international ce soir. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, on a beaucoup de questions qui sont arrivées. Je vais aller à l'essentiel et celles qui reviennent assez fréquemment. Je me souviens que on avait parlé ensemble, Lisa, d'un certificat d'études que vous proposiez à la sortie du CM2. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vous avez également parlé du bac. Qu'est-ce que vous proposez comme refonte du bac ou comme examen qui viendrait à la place du bac? Et à quel moment faut-il faire rentrer l'apprentissage dans l'éducation des enfants? Alors, dans l'ordre, le certificat d'études, pour moi, c'est une manière de garantir, puisque je prône la liberté, de garantir qu'à la fin d'un cursus d'école primaire, les élèves aient un bon niveau. Je pense que c'est le juge de paix, c'est-à-dire que si une école emmène 100% de ses élèves au certificat d'études, on peut considérer que c'est une bonne école. Si on voit que dans telle ou telle école, ça n'est pas le cas, ben, les parents vont s'en détourner et inscrire leurs enfants ailleurs. C'est une manière comment dire, de pratiquer la concurrence. Et ce certificat d'études, on peut l'appeler autrement parce que c'est clair que ça fait un peu Troisième République, mais en tout cas, doit être un examen national qu'on peut passer en candidat libre également pour les parents qui instruiraient leurs enfants à la maison et qui permettrait de garantir le niveau pour pouvoir passer au collège. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un grand nombre d'élèves qui passent au collège en n'ayant pas le niveau pour suivre des cours de collège. C'est Monsieur Macron qui en a parlé il y a peu de temps en disant qu'il y avait un quart des élèves qui entraient en sixième qui n'avaient pas le niveau de lecture requis pour suivre des cours de collège. Donc, il faut absolument que l'école primaire retrouve sa vocation à former les élèves à des fondamentaux, savoir lire, écrire, compter, connaître la géographie et l'histoire de son pays, à connaître les bases d'éducation civique, les institutions françaises, et qu'on puisse mettre en place un examen de fin de cursus, de fin d'école primaire, qui valide ces compétences-là avant d'envoyer des élèves au collège. Parce qu'ils sont en souffrance après. On leur demande, je sais pas quoi, de faire des fiches de lecture ou de calculer de répondre de résoudre des problèmes. Ils n'en sont pas capables parce qu'ils ne sont pas capables de lire correctement. Votre deuxième question était sur... C'était sur le bac. Ah oui, alors, le baccalauréat, pour moi, doit être simplifié. C'est-à-dire, pour moi, il y a trop de baccalauréats différents. De la même façon qu'un certificat d'études, on devrait revenir à un système beaucoup plus simple avec peut-être trois baccalauréats différents avec des connotations, des dominantes mathématiques, littéraires, peut-être, je sais pas, philo ou histoire géo. Et le baccalauréat, euh, pour moi, le problème, c'est pas le baccalauréat, c'est l'idée qu'il faut absolument envoyer 80% des gens
passer leur bac et surtout qu'il faut que 80% des Français aient leur bac. Et on le lit dans le journal, on l'entend quand on discute avec des jeunes gens qui viennent d'avoir leur baccalauréat. C'est pareil, ils souffrent à la fac, ils souffrent à l'université parce que, alors, de deux choses l'une, soit l'université s'adapte au mauvais niveau des bacheliers, et dans ce cas, elle n'enseigne pas ce qui doit s'enseigner dans une université, soit l'université continue de faire son travail, ou la grande école, hein, ou l'école de médecine, continue de faire son travail et donc enseigne ce qu'on enseigne à ce niveau-là, et les élèves ne suivent pas. J'ai des amis qui corrigent des copies à l'université qui me racontent qu'elles ne comprennent pas ce que racontent les élèves. Ce n'est pas écrit en français. Ils ne maîtrisent pas la double négation, ils ne maîtrisent pas l'orthographe, ils ne maîtrisent pas la grammaire de base qui permet de s'exprimer dans leur propre langue. Donc, envoyer 80% des élèves au bac, c'est une hérésie. Il n'y a pas d'obligation. Il faut que le bac reflète, le nombre d'élèves au bac reflète le niveau réel des enfants. L'été dernier, Madame Borne a décrété qu'elle donnerait des consignes aux correcteurs du bac pour qu'ils soient sévères. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette séquence. Donc, en gros, du jour au lendemain, on va passer de 80% des élèves, des enfants qui ont le bac, à, si vraiment ils deviennent sévères, à 10% qui ont le bac. Ça n'est pas possible. Vous imaginez le scandale social. Vous allez dire tout à coup à toute une génération qui est aujourd'hui en première ou en terminale, bah non, vous ne l'aurez pas parce que finalement, les professeurs vont être sévères. Ils vont noter comme on doit, comme on aurait dû vous noter depuis des années. Donc ça ne se produira pas. Ça n'est pas possible. Elle ne peut pas, enfin, elle peut transmettre cette consigne tant qu'elle veut à tous les profs qu'elle veut. Ça ne changera pas la réalité. Les gens continueront de surnoter les élèves. Donc, le baccalauréat, il n'y a pas forcément grand-chose à changer, à mon avis, sauf à peut-être le simplifier, à en faire un véritable examen de fin de cycle, à supprimer tout ce qui est contrôle continu, qui fait que d'un établissement à l'autre, en fait, c'est pas, il n'y a pas d'égalité, si vous voulez, quand vous passez le bac dans un bon établissement. euh, Quand je dis un bon établissement, c'est un établissement qui vous note vraiment comme vous devez être noté, bah, vous avez des moins bons résultats que quand vous passez votre bac dans un établissement où les notations sont plus souples. Donc, en fait, il y a une distorsion de notes, alors qu'il faudrait que ce soit un examen tout à fait égalitaire. Euh, et puis voilà, il faut que, encore une fois, on puisse rétablir un équilibre entre des jeunes gens qui doivent apprendre un métier parce que voilà, ils n'ont pas forcément la vocation à aller faire des études de 4 5 10 ans à l'université, et des gens qui, effectivement, on a aussi besoin, effectivement, d'avoir des médecins, des avocats, des juges, etc. Mais pas 80% de la population. Je pense qu'on n'a pas besoin, parce qu'en fait, tous ces gens-là finissent dans des diplômes qui ne leur servent à rien. Il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, j'ai lu un article sur le fait que des jeunes gens qui étaient, je crois, diplômés d'un master se plaignaient d'être sous-employés, voire de ne pas être recrutés. Parce qu'évidemment, après avoir fait ces études qui durent longtemps, qui demandent beaucoup d'investissement, qui demandent du temps, qui demandent du travail, ils sont très déçus de ne pas être employés au niveau qu'ils attendaient, alors à la fois au niveau statutaire et au niveau financier. Ils ne trouvent pas de boulot. Évidemment, on ne peut pas recruter des millions de sociologues chaque année. On ne peut pas recruter des millions de professeurs d'histoire-géographie chaque année. Il n'y a pas de poste pour ces gens-là. Et il y a un moment où il va falloir dire la vérité aux jeunes gens qui sont au collège et au début du lycée, en leur demandant de faire un effort pour trouver d'autres satisfactions que de rester à l'école jusqu'à 20 25 ans. Mais de toute façon, là, derrière, il y a une stratégie étatique pour faire oublier euh, les chiffres du chômage. C'est-à-dire que le chômage des jeunes en France est massif. Et évidemment, si on mettait sur le marché du travail tous ces gens qui, à 18, 20, 25 ans, usent leurs pantalons sur les bancs de la fac, en finalement n'apprenant pas forcément grand-chose, en tout cas en étant quasiment sûr de ne pas trouver de travail derrière, ben, on aurait des chiffres du chômage qui seraient encore plus importants. Ce serait, c'est la même chose. On ne peut pas dire la vérité aujourd'hui. Enfin, pour l'État, c'est très compliqué. Nous, on peut se la dire, nous, on peut se dire tout, mais pour un ministre du Travail ou un ministre de l'Éducation, aller dire aux jeunes gens, vous n'avez pas de niveau pour faire des études supérieures, aller dire aux jeunes gens, il n'y a pas de travail pour vous, c'est très compliqué. Et votre troisième question, merci de me la rappeler. C'était sur l'apprentissage, mais vous y avez répondu Ah, partiellement déjà. oui, J'ai bah, une, l'apprentissage. ouais.
Allez-y. l'apprentissage, et il faut que les parents aussi, et puis toute la société revalorise ces filières. Euh, c'est très français, en fait, de considérer qu'il n'y a que les études supérieures qui rendent heureux. Dans mon autre pays, la Suisse, la proportion de gens qui suivent un apprentissage en comparaison de ceux qui suivent qui passent ce qu'on appelle une maturité, c'est-à-dire l'équivalent du bac, et qui font ensuite une formation gymnasiale, c'est-à-dire qui vont faire des études supérieures, est inversée. Et, en particulier en Suisse allemande, quand les jeunes gens disent, moi, je veux faire des études supérieures, je vais aller à l'université, euh, on les regarde presque un petit peu de travers. Ils passent un peu pour des fainéants. Parce que tout le monde fait un apprentissage. Moi, j'ai des cousins qui sont fromagers, maîtres chiens. Ils ont tous leur entreprise, en fait. Ils ont tous fait un apprentissage, ce qui n'empêche pas ensuite d'aller suivre des études pour apprendre, je sais pas quoi, le marketing, le management, une langue étrangère, si on en a besoin, hein. Parce qu'il y a beaucoup plus de passerelles également en Suisse entre les Oui. filières généralistes et les filières par apprentissage. On va avancer un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de questions. On a une question sur la liberté dans les écoles. Comment faire concrètement pour donner de la liberté aux écoles? Alors, Par où on commence? la première chose, à mon avis, c'est de supprimer les programmes pour les remplacer par des objectifs. C'est-à-dire qu'un bon professeur, quand on lui dit à la fin de l'année, il faut que vos élèves sachent, je sais pas quoi, additionner et soustraire des fractions, il sait comment faire. C'est pas la peine d'aller lui expliquer. J'invite les gens qui nous regardent à aller sur le site de l'Éducation nationale et à aller voir les programmes. Ils vont dans des détails, ils donnent des scénarios de séances, de séquences. Ils vont dans des détails complètement délirants sur la façon d'atteindre des objectifs. Ce qui fait qu'un inspecteur qui passe dans une classe, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai été inspectée cette année, ça s'est plutôt bien passé, mais ce qui défrisait complètement l'inspectrice, c'était que je n'utilise pas le tableau numérique interactif. Et moi, il me semble que pour enseigner la grammaire, j'en ai pas besoin. Et mes élèves sont bons en grammaire. Ils finissent l'année en ayant un bon niveau de grammaire. Et simplement, dans les programmes, il est précisé que pour toutes les activités, toutes les séances, toutes les matières, tout le temps, il y a des activités numériques. Or, ça me semble délirant. Un bon professeur sait ce qu'il doit faire avec chacun de ses élèves pour atteindre tel ou tel objectif. Il le sait parce qu'il l'a appris, parce qu'il l'a expérimenté, et il le sait aussi parce qu'il y a des méthodes qui existaient avant nous. Au début du siècle, on avait un système d'éducation, d'instruction qui était relativement performant, et toutes ces méthodes, toutes ces pédagogies n'ont pas disparu, on les connaît. Les manuels existent, on peut les retrouver. Ce sont des méthodes qui ont été éprouvées et qui fonctionnaient bien. Par exemple, l'apprentissage de la lecture, il a quand même fallu qu'on en passe par la généralisation de la méthode globale pour se rendre compte que c'était mieux d'apprendre le b.a.-ba. Donc il a fallu qu'on fasse des expériences sur des générations entières, des cohortes de gamins, pour se rendre compte que, ah ben non, le système qui était utilisé en 1928, il était très bien. Parce que, encore une fois, c'est idéologique, c'est-à-dire qu'il fallait faire table rase du passé. Il y a un côté maoïste dans tout ça. Il ne faut pas transmettre, il ne faut pas utiliser les vieilles méthodes, il ne faut pas... c'est un côté révolutionnaire, hein, comme on aime en France, hein, on aime de révolutionner tout le temps. Et donc, à mon avis, la liberté, c'est d'abord une liberté pédagogique qu'il faut remettre dans les écoles. Et j'en veux pour preuve que les écoles qui ouvrent aujourd'hui sont des écoles hors contrat. Et les écoles hors contrat ne sont pas tenues par les programmes, elles sont tenues par des objectifs. Donc elles ont le seul contrat qu'elles aient avec l'État, c'est d'atteindre des objectifs de fin d'année, puis de fin de cycle. Donc ces écoles utilisent les pédagogies qui leur semblent les plus adaptées. Et ça fonctionne très bien, parce qu'un bon professeur sait quelle pédagogie il doit utiliser. Et puis, c'est pas forcément la même pour tous les élèves, c'est pas forcément la même dans tous les milieux, c'est pas forcément la même dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Si vous vivez dans un environnement, je sais pas, je pense à l'Alsace, un environnement bilingue, ben, on doit pouvoir proposer des écoles bilingues sans que ça fasse toute une histoire. Vous savez qu'en France, vous n'avez pas le droit d'enseigner dans une autre langue. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez ouvrir une école bilingue, vous pouvez ouvrir une école bilingue hors contrat, mais pas une école sous contrat ou dans une école publique. Vous avez le droit d'enseigner l'anglais
ou l'allemand, mais vous n'avez pas le droit d'enseigner en anglais. Par exemple, vous n'avez pas le droit de faire le cours de géographie en anglais, qui est quand même ou le cours de sport en anglais, qui est quand même le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère. Mais en France, c'est interdit. Donc voilà, tout ça fait que les enseignants sont contraints par des programmes très détaillés. Et comme ils sont inspectés et qu'ils ont très peur des inspecteurs, eh ben, ils s'y conforment dans leur grande majorité. Les pays dans lesquels l'instruction publique fonctionne bien, je pense à la Finlande, à l'Estonie, n'ont pas d'inspecteurs. Et finalement, l'État fait confiance. Ce sont des pays qui sont extrêmement décentralisés, dans lesquels les établissements ont une très grande autonomie et ils s'auto-évaluent, les établissements. Et ben, ça marche très bien. C'est pas la peine de... Parce qu'en fait, les inspecteurs de l'éducation nationale, on les redoute, ils arrivent là comme des policiers dans les écoles. Tout le monde, c'est le branle-bas de combat, tout le monde adapte son fonctionnement. Les professeurs préparent, je sais pas quoi, 2 heures de séance complètement extraordinaires qui ne font absolument jamais. Souvent, les élèves sont morts de rire parce qu'ils n'ont jamais fait le truc qui est... et en fait, évidemment, ça sert à rien. Il faudrait inspecter les enfants en début d'année et les inspecter en fin d'année pour savoir si ça marche et pas les profs pendant 1 heure. Merci beaucoup, Elisa. On a une autre question sur comment on assure la transition entre le système actuel et le nouveau système donc proposé par David Lisnard. Et je le rappelle, vous l'avez co-construit avec lui. Comment on assure cette transition? Quelque chose dont on n'a pas parlé également, c'est le statut de contractuel. Qui est proposé par David. Donc, comment on passe d'un système actuel au nouveau système que vous proposez avec David? Alors, moi, vous l'avez compris, je ne suis pas une révolutionnaire, je suis une réformiste. Donc, je pense qu'il faut y aller progressivement. D'abord, par la liberté des acteurs. Je pense en particulier aux professeurs. C'est-à-dire que les professeurs doivent pouvoir choisir de sortir, par exemple, du statut de fonctionnaire, doivent pouvoir choisir d'aller travailler dans une école hors contrat, puis de revenir dans le système public si ça leur convient mieux. Il ne s'agit pas de fermer les écoles publiques ou de fermer ou d'interdire le statut de fonctionnaire du jour au lendemain. Il s'agit d'offrir la liberté aux parents d'abord par un système de chèque éducation et forcément la première année ou la deuxième année, il y aura trop de demandes à tel ou tel endroit. Eh ben, c'est pas grave, les gens vont patienter, les écoles vont se créer. Et puis, moi, j'ai vu la chose se faire à une toute petite échelle. Je l'ai vu dans une ville, j'habite en Provence. À Aix-en-Provence, il y a des écoles publiques, évidemment, et il y a 2 écoles bilingues hors contrat qui se sont créées sur une colline pas très loin d'Aix-en-Provence. Enfin, quand je dis pas très loin, ça doit quand même faire une petite dizaine de kilomètres. Ces 2 écoles privées euh, bilingues sont tout à fait différentes l'une de l'autre. Il y en a une, c'est vraiment dans la nature, avec des yourtes, bref, un côté un peu baba cool, et l'autre qui fait très campus américain, avec des équipements sportifs, etc. Ces 2 écoles privées, hors contrat, coûtent cher, puisque ce sont des écoles hors contrat, donc elles ne touchent absolument aucun argent de l'État. Il se trouve qu'il y a quelques années, il y a 3 ans, je crois, l'une de ces écoles a raflé, je mets, un grand nombre d'élèves dans la même école publique d'Aix-en-Provence, et je crois même dans la même classe. C'est-à-dire que tout à coup, il y a 7 élèves ou 8 élèves qui ont quitté la même école, petite école du centre d'Aix, pour aller s'inscrire dans cette école. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le directeur de l'école publique dans laquelle les élèves, dont les élèves étaient partis, est allé voir ses enseignants et leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les élèves s'en vont? Pourquoi finalement on a moins d'élèves que l'année dernière et on sait où ils sont partis? Ils ont discuté, ils se sont concertés et les années suivantes, ils ont modifié leur façon de faire. Ils ont fini par garder les élèves qui restaient. Cette école n'a pas fermé. Cette école s'est améliorée. Et c'était la leçon ultime pour moi. C'est-à-dire que cette école n'a pas fermé, elle s'est améliorée. Et c'est ça qu'on veut. C'est pas que tout le monde se précipite dans le privé. C'est pas que tout le monde crée des écoles. C'est que ce qui existe s'améliore par la compétition, la concurrence, l'émulation et puis l'inspiration, le fait d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Je vous raconte une deuxième petite histoire. Il y a une école
J'ai un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Noëlla qui a créé une fondation qui s'appelle Excellence Ruralité, sur le modèle de Espérance banlieue. Excellence Ruralité a pour vocation de recréer des écoles dans les déserts ruraux. Donc Jean-Baptiste a créé sa première école, donc, soutenue par cette fondation, dans l'Aisne, dans un village qui s'appelle La Fère, dans l'Aisne, où il y a, je sais pas, je dirais 3000 habitants ou 2500 habitants. Il a créé le premier micro-collège contre le décrochage scolaire, avec 15 élèves. Donc tout de suite un collège, pas l'école primaire pour commencer. Euh, avec des méthodes très, très traditionnelles. Le salut au drapeau le matin, les élèves en blouse, on apprend les poèmes en classe, les tables de multiplication en classe, etc. Très peu d'affichage dans les classes, pas de numérique, etc. Ça a tout de suite très bien fonctionné. En 4 ans, il est passé de 15 à 100 élèves. Qu'a fait l'éducation nationale? 4 ans ou 3 ans après l'ouverture de ce premier collège, elle a ouvert le deuxième micro-collège contre le décrochage scolaire, je vous le donne en mille, à La Fère, dans l'Aisne, 2 rues à côté de celui de Jean-Baptiste Moulac. Alors il était un peu, j'allais dire, il était dégoûté en fait. Il s'est dit, bah tu vois, ils viennent me concurrencer. Moi, je crée un truc qui fonctionne et puis ah bah, les gars, ils ont tout copié, ils font la même chose que moi et ils créent une école juste à côté. Évidemment, ils vont avoir du succès. Et en fait, je lui dis, mais c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que les autres te copient. Enfin, c'est que les autres copient ce qui marche. C'est pas que tout le monde se plante et que toi tu réussisses. C'est que tout le monde réussisse. Et je pense que ça peut se faire comme ça progressivement, en laissant d'abord le choix aux parents. Si on offrait aux parents un chèque scolaire la première année, il n'y aurait pas 100% des gens qui quitteraient l'école dans laquelle ils sont. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un grand nombre d'écoles publiques qui fonctionnent bien, et puis les gens n'ont pas forcément envie de faire 50 kilomètres pour mettre leurs enfants à l'école le matin et retourner les chercher le soir. Donc de toute façon, il y aurait une petite proportion des gens qui changeraient, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas forcément informés. Parce que si on vous donne le choix de l'école de votre enfant, il faut quand même aller lire les brochures, il faut prendre des rendez-vous. Donc c'est un peu compliqué. De toute façon, ça demande de reprendre le pouvoir, ça demande de reprendre sa responsabilité qu'on a laissée à l'État depuis des années. Donc je pense que petit à petit, les écoles publiques qui dysfonctionnent aujourd'hui, je ne dis pas qu'elles dysfonctionnent toutes, hein, je dis celles qui dysfonctionnent aujourd'hui se mettrait à mieux fonctionner parce qu'elle serait concurrencée par des écoles privées qui seraient financées, donc qui n'auraient pas ce problème de demander 10 000 € ou 5 000 € aux parents. Et je pense que les professeurs seraient plus en, comment dire, auraient envie de collaborer les uns avec les autres. Moi, quand je visite des écoles hors contrat, je travaille dans une école sous contrat, hein, mais quand je visite des écoles hors contrat, j'y trouve plein d'idées pour ma classe. Il y a des tas de choses extraordinaires qui se font dans ces écoles-là. Pourquoi les rejeter parce que c'est fait par des gens qui ne sont pas fonctionnaires? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il y a pas de raison morale en tout cas. Il y a des raisons idéologiques. Ça, je le vois bien, mais il n'y a pas de raison logique, on va dire. Voilà. Sur, Merci euh, beaucoup. sur voilà. Il y avait une autre question, je crois, juste après. Euh, je pense que vous y avez également répondu. J'ai une dernière question parce que je vois le temps défiler. Sur l'intégrisme religieux dans les écoles publiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ben, moi, je suis très épargnée par ce phénomène puisque je travaille dans une école privée catholique sous contrat, donc on n'a pas ce genre de problème. En revanche, on accueille des enfants qui quittent le public pour cette raison-là. Et on accueille des élèves musulmans qui quittent le public pour ces raisons-là, parce que tout musulmans qu'ils sont, ils n'ont pas envie d'entendre des discours radicaux. Il y a des enseignants aussi qui quittent le public pour cette raison-là, parce que je sais pas quoi, à la cantine, quelqu'un les a vus manger du porc et ils se font insulter, ou des surveillants. Je connais une surveillante qui est venue travailler une surveillante musulmane qui est venue travailler dans mon école parce qu'elle travaillait dans une école publique, elle s'est fait insulter parce qu'elle n'avait pas respecté le ramadan. Donc, je sais que l'entrisme est très fort, que c'est de toute façon un objectif des frères musulmans de faire de l'école un instrument d'idéologisation et de radicalisation des jeunes gens. Je sais qu'aujourd'hui, on agite beaucoup l'épouvantail de la radicalisation et de l'islamisme pour empêcher les écoles privées d'exister. Mais aujourd'hui, la radicalisation et l'islamisme existent dans les écoles publiques et dans les écoles privées sous contrat. Vous avez sans doute entendu parler du lycée Averroès, qui est un lycée privé sous contrat. Donc,
euh, qui est financé en grande partie par l'État, qui a plusieurs fois fait l'objet de demandes de fermeture par la région. Donc, M. Xavier Bertrand a demandé à ne plus payer ce que la région paye à un lycée sous contrat, et la justice en a décidé autrement. La justice a décidé que l'État devait payer et la région devait payer le salaire des professeurs dans le lycée Averroès. Alors, je crois que l'année dernière, il y a eu une décision un peu plus ferme, mais en gros, euh, cet entrisme islamique, il se fait dans le public, dans le privé sous contrat. Il se fait aussi beaucoup dans le périscolaire, énormément. Et là, c'est beaucoup plus difficile à contrôler parce que le périscolaire est du ressort des maires, pas, pas comment dire, des présidents de région ou de l'éducation nationale. Hein, chaque maire organise ça comme il le souhaite. Et évidemment, il y a forcément du clientélisme là-dedans. Donc, et puis, il y a toute une population qu'on appelait autrefois les grands frères, qui se sont radicalisés eux aussi et qui prennent en charge les élèves après les cours pour faire qui du foot, qui aider aux devoirs, etc. Mais en faisant du foot et en aidant aux devoirs, on peut passer beaucoup de messages. Et c'est en fait le gros problème de l'éducation nationale, et j'ai écrit une tribune avec David Lisnard sur ce sujet-là, le gros problème de l'éducation nationale, c'est la politisation, c'est l'idéologisation à la fois des programmes et des personnels. Et il faut vraiment extirper la politique de l'instruction publique parce que les élèves ont le droit d'être instruits dans la neutralité politique. Ils ont le droit de recevoir l'héritage, la littérature, l'histoire-géographie sans qu'elle soit empreinte d'idéologie politique. Aujourd'hui, on ne fait plus lire certains auteurs dans les écoles parce qu'ils sont considérés comme trop patriarcaux. Je sais pas quoi. Il y a des professeurs qui font plus lire Victor Hugo parce que Victor Hugo avait des maîtresses. Il y a des professeurs qui font plus lire, je sais pas qui, Maupassant parce que Maupassant avait des maîtresses, parce que on défend la cause des femmes. Et ça, c'est grave. Merci beaucoup, Lisa. On arrive quasiment au bout de ce webinaire. J'ai une dernière question. Quels sont les penseurs que vous nous conseillez, les penseurs ou les écrivains que vous nous conseillez de lire afin d'en savoir plus sur le sujet de l'éducation et quels livres vous recommanderiez de lire? Moi, j'ai été très inspirée par Péguy, Charles Péguy. Et vous voyez, c'était pourtant un socialiste. Mais tous les écrits de Péguy sur l'éducation sont passionnants. Il parle beaucoup justement de cet héritage qu'on doit transmettre à nos enfants et du fait que l'instituteur ne doit pas être le représentant d'un État, mais le représentant des poètes, des écrivains, des philosophes et des grands hommes d'avant lui. Voilà, donc j'aime beaucoup Peggy. J'aime beaucoup Philippe Nemo, alors, qui est un auteur actuel. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Nemo, c'est un extraordinaire philosophe très libéral qui n'écrit pas que sur l'école, mais ses livres sur l'école sont vraiment passionnants. Il vient d'en sortir un que j'ai par là. Voilà, que est là qui est, lui m'a dit que c'était sa somme sur l'éducation nationale. Vous voyez, il y a des annotations partout déjà. Donc voilà, dans lequel il décrit à la fois. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a toute une perspective historique, une analyse de la défaite de l'éducation nationale aujourd'hui et des propositions très concrètes également qui vont dans le même sens que celles que David Lisnard ou que moi-même faisons pour l'éducation nationale, ou plutôt pour l'instruction publique, parce que je pense qu'il faudrait revenir à un vocable plus restreint et plus efficace. Il y a une très grande dame qui s'appelle Chantal Delsol, qui est philosophe et qui a écrit un très beau livre, un peu triste, qui s'appelle L'histoire du petit Pierre qui ne savait pas lire, et qui explique comment le monopole de l'éducation nationale a détruit l'école et comment elle a fait entrer l'idéologie dans l'école, et comment elle raconte aussi la souffrance des élèves. Voilà, c'est un livre de philosophe, mais c'est un livre très incarné, très touchant. Il y a un livre un peu ancien, mais qui est toujours d'actualité malheureusement, qui s'appelle L'école des barbares. Le titre déjà est excellent, je trouve, qui est écrit par deux auteurs femmes, dont une s'appelle Françoise Tom, je ne sais plus le nom de l'autre auteur. C'est un livre qui est déjà un peu ancien, qui doit dater des années 70 ou 80. Voilà en gros les quatre lectures que je recommande aujourd'hui. Il y a de très nombreux livres qui sortent chaque année sur l'éducation nationale et l'état désastreux de l'éducation nationale. Mais la plupart proposent des solutions étatistes. Voilà, donc je dirais que dans les solutions libérales, le plus libéral, c'est Philippe Nemo, qui est très clair sur le sujet, qui explique très bien comment fonctionnerait d'ailleurs cette transition pour laquelle on m'a posé la question tout à l'heure.
Une transition qui doit être une réforme et pas une révolution. Oui, et si on parle d'auteur libéral, il y a aussi Lisa Eriksing avec un très bon livre dont j'ai parlé tout à l'heure, La Grande Garderie. Non, mais c'est vrai, Et, sincèrement. de- et dans mon livre, il y a de nombreuses citations d'auteurs auxquels je n'ai sans doute pas pensé là tout de suite, mais je m'inspire beaucoup d'autres gens. Je n'ai pas inventé grand-chose. J'ai essayé d'articuler avec mon expérience personnelle une analyse un peu plus théorique, mais il y a un grand nombre d'écrivains et d'auteurs que je cite. L'éducation est un thème sur lequel on se penche depuis très longtemps. Ça ne date pas de la défaite de l'éducation nationale. Donc il y a aussi, on peut aussi lire évidemment des Condorcet ou des gens beaucoup plus anciens, hein. Et puis pour rire, on peut lire les auteurs révolutionnaires. Voilà. C'est assez drôle de voir comment. Bah, dans le début du livre de Philippe Nemo, là, je vous ai montré, qui s'appelle Éducation nationale, origine, apogée et déclin d'une idée. Il y a des citations d'auteurs révolutionnaires, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Et quand on sait à quel point les gouvernements français idolâtrent la Révolution française, et en particulier la période qui court après 1792, ça fait très peur. C'est-à-dire vraiment, l'enfant est pris comme un matériau qu'il faut modeler pour fabriquer de bons petits révolutionnaires. Aujourd'hui, je dirais de bons petits citoyens socialistes. Eh ben, c'est une conclusion à la fois pas sympathique, effrayante et autres, mais au moins dire qu'un La si en réalité. vaut deux. Donc j'allais dire, on est là, à nous j'allais dire pas de lutter, parce que du coup je reprends un terme qui est pas bon, mais à nous d'œuvrer pour essayer de tout faire pour que à l'avenir, on puisse mettre en place les bonnes solutions. Lisa, merci infiniment. On a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont être frustrés, déçus, mais on essaye vraiment de tenir le timing des 1 heure. Euh, Parce que sinon, ça pourrait être très très long. Je n'exclus pas, Lisa, si vous acceptez que plus tard, on refasse une deuxième session. On n'est pas de toute façon à l'abri de nouveautés par de nouveaux gouvernements et autres, tout un tas de choses. Donc, je pense que le sujet est tellement vaste qu'il méritera de toute façon qu'on y revienne dans quelques temps, si ça vous convient. Le prochain webinaire aura lieu dans un mois. On va vraiment s'astreindre à une fréquence plus ou moins régulière d'un mois. On parlera du troisième pilier cher à David Lisnard et à Nouvelle Énergie, qui est l'ordre et la sécurité. Donc, on aura fait l'économie, l'éducation, et le prochain sera sur l'ordre et la sécurité. Alors, je ne sais pas sur quelle prise on va le prendre. Lisa a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure concernant les juges, la justice et autres. Donc, on le fera peut-être pas sous le biais, voilà, de l'immigration, de la sécurité ou de la justice, on ne sait pas, mais on sera sur l'ordre et la sécurité pour le prochain pilier. Si ceux qui sont restés jusqu'au bout, on a beaucoup de personnes qui sont restées jusqu'au bout, plus de 80 personnes qui sont restées tout le long. Donc, chapeau et merci à tous. Si vous avez des Merci. si vous avez, merci, si vous avez des idées de webinaires, de personnes autres, vous n'hésitez pas. L'équipe de Nouvelle Énergie est vraiment là pour ça, à votre disposition. Et le cas échéant, s'il y en a qui ont des choses à faire remonter à Lisa, on peut se permettre, Lisa, de vous les transmettre Oui, bien sûr. afin, je veux dire, de faire grandir un petit peu la réflexion et qu'on se retrouve à la prochaine fois avec encore plus de questions et une dynamique encore plus importante. Merci infiniment à tous pour votre présence. Merci, Lisa, encore une fois. Et à dans Merci un à vous. mois pour le prochain webinaire. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, À merci bientôt. Geoffroy. Ciao, Merci, au ciao. revoir.